Les chauffeurs de la régie communautaire des transports, la RCT, ont exercé leur droit de retrait ce matin suite à l'agression de l'un des leurs. Elle a eu lieu à 7 h du matin à la cité Montlucas. Le chauffeur qui était en pause s'est fait braquer par un individu qui lui a dérobé sa montre et d'autres accessoires. Bien organisés, 2 autres personnes sont intervenues et ont continué à bousculer le chauffeur. Ce sont des points qu'on avait déjà relevés lors du dernier droit de retrait. Et rien n'a été fait. Et la preuve, maintenant, on se fait agresser encore à Montlucas. Et ce sont des lignes, tout le monde sait que cette ligne-là est difficile. Là, on a une réunion avec la direction qui nous dit que pour l'instant, on va mettre des policiers. Je suis bien d'accord qu'un policier, il va être là, il va dissuader. Mais après, ça va durer combien de temps cette solution-là? Il faut trouver une solution définitive, pas une solution sur une durée de 2-3 semaines. Alertés, les autres bus sont retournés au dépôt. Durant des heures, les employés se sont réunis dans ce bureau pour savoir s'ils reconnaissent le travail ou pas. On est en danger constamment, mais bon, après il faudra faire avec la clientèle. À Montlucas, il y a pas mal de problèmes. Tous les gens de Montlucas ne sont pas des voyous, c'est des gens corrects. Moi, je m'entends très bien avec les gens de Montlucas. Mais je pense que c'est quelques personnes indélicates qui causent ce problème. Vers 14 h, les premiers bus ont repris la route. Les conducteurs ont décidé que la ligne 3 ne rentrera pas dans la cité Montlucas jusqu'à la fin de la semaine et demandent qu'une solution soit trouvée pour le long terme. Le groupe d'études et de protection des oiseaux en Guyane, le GIPOG, organise sur 3 jours un séminaire intitulé « Patrimoine naturel des Outre-mer ». La rencontre se réalise dans le cadre du programme européen Life plus Cap Dom. C'est le moment d'échanger sur les techniques et les outils mis en place dans différents départements français pour préserver la nature. Alors on va parler à la fois de sujets plutôt techniques sur des outils qui vont nous permettre de savoir comment vont nos populations d'oiseaux par exemple. Est-ce qu'elles sont plutôt en augmentation dans les villes et en diminution en forêt ou l'inverse? Donc ce sont des outils d'évaluation. On peut également évaluer des politiques publiques. Est-ce que mon type d'agriculture ou mon type d'exploitation forestière est bénéfique ou en tout cas n'impacte pas trop ou dans quelle mesure les populations d'oiseaux? Donc ça c'est du type outils de suivi. Et après on va avoir aussi des présentations des partenaires de la recherche ou des sciences humaines qui vont aussi nous expliquer comment on construit un projet de conservation en intégrant les communautés locales, les usages, les pratiques. Le programme Life plus Cap Dom a pour but de rassembler la Réunion, la Martinique et la Guyane autour des questions environnementales, favoriser le partage d'expériences sur la protection, la conservation et la valorisation de la biodiversité. À La Réunion, donc, on a déjà un certain nombre d'espèces à enjeux majeurs, notamment les chenilleurs de La Réunion, qu'on appelle communément le tuit-tuit. On a également d'autres espèces comme le papang, qui est le busard de Maillard, le seul rapace nicheur de notre île. Effectivement, nous avons des travaux qui sont par exemple similaires avec ceux de la Martinique. Donc le LIFE a permis entre autres d'améliorer toutes ces techniques de lutte en faisant des échanges non seulement entre ces DOM, entre les 3 DOM, mais également avec d'autres partenaires qui sont aussi sur des thématiques de ce genre et qui ont pu à travers ces séminaires nous rejoindre, faire part de leurs expériences et ainsi contribuer à l'amélioration des protocoles que nous mettons en place. Le séminaire Patrimoine naturel des Outre-mer, gestion, conservation, valorisation a débuté aujourd'hui à la région Guyane et touchera à sa fin mercredi. En date du 16 avril 2014, le parquet de Cayenne avait fait appel du jugement du tribunal mixte de commerce de placer la société ATG, Antenne Télé Guyane, en redressement judiciaire. 3 juges consulaires sur 5 étaient impliqués dans la société en qualité d'actionnaire ou conjoint d'actionnaire. Une incongruité soulevée dans les motivations du jugement du tribunal mixte de commerce. L'audience a eu lieu le 22 septembre dernier. La Cour a rendu sa décision ce lundi, déclare l'appel du ministère public irrecevable. Il y avait un appel qui datait d'avril par rapport à la première audience. C'est juste cet appel qui a eu lieu, dont l'audience s'est tenue le 22 septembre et le délibéré était ce matin. L'appel a été qualifié irrecevable. La demande de la partie adverse, à savoir Jean-Paul Lepelletier, a été encore une fois rejetée. Donc nous, on continue à travailler sereinement et on va continuer dans ce sens. L'appel n'était pas suspensif. Entre-temps, la télévision ATG a été placée en redressement judiciaire, puis repris par la société Guyane Média. Juste la satisfaction de pouvoir continuer à travailler sereinement, comme on l'a fait depuis 3 mois.
et de pouvoir continuer à développer ATG et fournir un programme de qualité aux téléspectateurs. Je ne sais pas ce que voudra faire l'ancien dirigeant, mais encore une fois, ATG était dans une situation vraiment extrême puisqu'il y avait plus d'1,5 million € de dettes qui est resté au passif de la société de Antenne Télé Guyane. La chaîne locale a fait sa rentrée depuis un peu plus d'1 mois et demi. ATG en a peut-être cette fois-ci terminé avec la justice. Fondée par le président de la Chambre de commerce Jean-Paul Le Pelletier, la chaîne de télévision a frôlé la liquidation judiciaire en 2 ans. L'hôpital André Rosemont inaugure ce jeudi le centre intégré de la drépanocytose. Ouvert depuis le mois de septembre, il permet une prise en charge plus confortable, rapide et sécurisée de cette pathologie. Le centre met à disposition des professionnels de santé spécialisés ainsi que des équipements de pointe. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'équipements pour permettre une meilleure prise en charge des patients notamment. On a des machines. Ça permet donc de faire des échanges de sang parce que des fois, les dépensiers, quand ils ont des maladies graves, il faut leur échanger le sang, c'est-à-dire leur apporter du sang neuf, du sang de sujets normaux et enlever une partie de leur sang malade pour leur permettre de pouvoir lutter contre certaines maladies graves parfois. La région Guyane, en partenariat avec l'association Drépa Guyane, organise cette semaine un congrès international sur la drépanocytose. Des spécialistes venus des États-Unis, de l'Afrique et de la métropole échangeront autour du thème. Présenter de quelle façon la maladie est prise en charge dans chaque pays, les équipements et les traitements disponibles. Donc il y a des choses qui sont assez classiques maintenant et qu'on connaît bien. Par exemple, c'est la réaction du drépanocytaire vis-à-vis de l'infection paludéenne. Donc on sait que les drépanocytaires ont une certaine protection contre l'infection paludéenne. On commence à découvrir d'autres interactions avec d'autres virus. Par exemple, avec le virus du HIV, on s'aperçoit que les populations de drépanocytaires et la population générale réagissent différemment. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Elle reste pourtant méconnue par une grande partie de la population et des professionnels de santé. C'est une maladie extrêmement répandue sur toute la planète, peut-être pas dans la partie nord de l'Europe, mais tout le reste de la planète est concerné par cette maladie. Et malheureusement, les travaux, les équipes ne sont pas suffisamment nombreuses pour prendre en charge la maladie, en particulier en Afrique centrale où elle est très prévalente. Donc elle est négligée. Elle est négligée pour plusieurs raisons, parce que on commence à les découvrir. Les maladies génétiques humaines sont des maladies complexes, donc qui occupent un nouveau domaine de la recherche, un nouveau domaine de la connaissance médicale. On était plus formés aux maladies infectieuses qu'aux maladies génétiques dans les années 50. Seule la greffe de la moelle osseuse et du sang du cordon ombilical conduit à une guérison totale de la maladie. Le dépistage néonatal permet la prise en charge rapide du patient. En suivant le traitement adapté, celui-ci pourra contrôler la pathologie. Sans le dépistage à la naissance, les premiers symptômes surgissent à l'âge de 6 mois, trop tard pour un traitement efficace. Dans ce cas, 50% des enfants meurent avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Ce matin, la Caisse générale de sécurité sociale Guyane a mis en place des stands d'information sur le cancer. Quelles sont les conséquences de cette maladie? Comment la prendre en charge? Autant de renseignements que les visiteurs ont pu obtenir. Le but de cette manifestation, c'est de parler du cancer. C'est le titre de la manifestation, parler du cancer pour mieux s'en prémunir. Parce qu'il faut en parler, il y a des cas de cancer en Guyane et c'est important de savoir qui intervient, à quel moment. Et on a plusieurs partenaires qui sont présents. Cette manifestation, c'est d'apporter le plus d'informations possible pour aider les personnes. Plusieurs associations comme AGEDOC ou Onco Guyane étaient présentes pour sensibiliser la population sur cette maladie. La manifestation organisée au siège de la Caisse générale de sécurité sociale a été appréciée par les personnes qui ont fait le déplacement. Alors c'est vrai que je n'étais pas venue pour forcément visiter les stands, mais en nous expliquant, c'est vrai que c'est toujours important de connaître de plus près le cancer, en tout cas la maladie du cancer. Souvent, on arrive au stade déjà un petit peu avancé au niveau du cancer et du coup, on ne peut pas prévenir, en tout cas, la maladie. Malgré ces journées de prévention, rares sont les personnes qui prennent le temps de se documenter sur le cancer. Et pourtant, 4 cancers sur 10 pourraient être évités si la population était mieux informée.
En général, on rencontre des gens qui sont déjà touchés, mais aussi des gens qui veulent se renseigner. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui veulent se renseigner. Nous faisons des efforts pour mettre de la documentation à disposition des personnes et quelquefois, il faut les interpeller pour qu'elles s'arrêtent. C'est quand même dommage. La CGSS et leurs différents partenaires espèrent pouvoir réitérer cet événement pour que l'ensemble de la population puisse être sensibilisée sur les conséquences du cancer. L'expulsion des familles logées illégalement sur l'ancien squat de Chatan attire l'attention sur cette problématique très fréquente dans le département et qui reste pourtant peu médiatisée. Plus de 100 personnes occupent illégalement les anciens locaux de l'AFPA. Belkissa nous invite à connaître son logement de moins de 8 mètres carrés, construit principalement avec des tôles. Touchée par un handicap causé par une chirurgie avec des complications, après un séjour de 6 mois au SAMU social, elle habite le squat depuis plus d'1 an. Ben oui, en fait, c'est vraiment très petit. Ça me fait peur de pouvoir vivre comme ça. Et c'est là, c'est ma chaise percée, que je prends ma douche, je fais mes besoins. Donc, moi, il y a des jours que moi, je m'enferme, je ne veux pas sortir dehors parce que je me sens que j'ai envie de mourir par rapport à la situation que je me trouve. Parmi les nationalités des Péruviens, Dominicains, Brésiliens, Africains, Haïtiens et même de nationalité française. Ayant des cartes de séjour ou en attente, des demandeurs d'asile politique et nombreux sont ceux actuellement en situation irrégulière. Ils déplorent avoir effectué plusieurs demandes de logement sans avoir de retour. Je fais demander où la 500, la 5, la SIGIC, tout partout je fais, tout côté. Mais il n'y a rien. Ça fait 2 ans que je suis aussi à l'assistance sociale. Il y a beaucoup de monde ici qui va à l'assistance sociale. Ce n'est pas que vous voulez habiter ici, mais c'est la situation. Mais nous, les étrangers, nous traitent comme chiens, comme nous. C'est rien, nous, c'est pas nous pays. Et quoi que vous voulez vivre comme ça? On ne veut pas vous voulez vivre comme ça, c'est la situation. L'association AFPA, créée par les squatteurs, a interpellé différents organismes pour trouver des solutions. Hier, ils ont rencontré différents groupes tels que la CIMAD. Un des représentants a accepté de nous parler à condition de ne pas être filmé. Il n'y a aucun moyen pour l'instant d'éviter l'expulsion. Donc c'est des gens qui risquent d'être expulsés. On trouve évidemment tout à fait anormal que ces gens-là soient expulsés sans qu'il y ait de proposition, soit de relogement, soit de terrain. Nous, ce qu'on dénonce évidemment depuis, c'est pas d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a en Guyane à peu près qu'une quinzaine de places de logements d'urgence. Les anciens locaux de l'AFPAG font partie d'une liste de squats qui devrait être détruits par les services publics dans les prochains mois. Ce matin, 14 chefs d'entreprise guyanais se sont réunis au siège de l'IFOD pour suivre une formation au programme Management Général et Retour sur la stratégie d'entreprise. Pendant 24 jours, ces dirigeants vont se remettre en question et apprendre à suivre l'évolution du monde de l'entrepreneuriat. Ce que l'on veut montrer, c'est que le dirigeant n'est pas un simple gestionnaire d'entreprise. Il doit pouvoir prendre du recul, il doit pouvoir anticiper, il doit pouvoir harmoniser son organisation en fonction de ses objectifs. Ça, souvent, par le quotidien, il n'y arrive pas. Donc l'objectif des 26 jours, c'est d'avoir une nouvelle posture et une méthodologie qu'on applique systématiquement pour repositionner sans cesse les problèmes de l'entreprise. Pendant cette matinée de formation, les chefs d'entreprise ont suivi des exemples théoriques de management d'entreprise. Ils ont également pu discuter en groupe de stratégie, une expérience appréciée par les participants. C'est la première fois que je participe à une telle formation et justement, c'était un manque en Guyane. C'est peut-être une des choses qu'il faut recommander pour les Guyanais, pour les chefs d'entreprise, avec une certaine pérennité. Tout n'est pas réadaptable dans notre entreprise, puisque là on parle en général, mais forcément qu'il y a des choses qui nous intéressent et qui peuvent nous servir d'exemple aussi pour des décisions à prendre. Après ces cours théoriques et ces petits ateliers, la formation s'achèvera par un travail de terrain avec la mise en place d'un diagnostic en entreprise. Cette semaine, le conseil municipal de la mairie de Cayenne annonçait que la mairie renonçait à l'achat du terrain de Chatan. La cause de cette marche arrière serait la polémique autour du dédommagement de 5 000 € versé à 13 familles pour quitter les lieux. À l'origine de cette curieuse indemnité, Félix Otamchi.
Contacté par nos équipes, l'homme d'affaires se dit surpris que le versement de 65 000 € fasse une telle polémique et nous explique le positionnement de sa société en ce qui concerne l'achat du terrain de Chatan. On ne sait pas si on va y aller ou pas. On verra à quel prix le terrain sera mis en vente. Si on doit perdre les 65 000 €, on les perdra. C'est comme ça, c'est le monde des affaires. C'était un risque, mais j'ai toujours pris des risques dans ma vie. Effectivement, c'est important 65 000 €, mais si on les rapporte au montant de l'opération qui pourrait être faite, c'est rien du tout. Effectivement, Otamché nous a déclaré en substance qu'il a investi 15 à 20 millions d'euros dans des terrains situés aux alentours. Selon nos informations, la partie caserne sera vendue aux enchères et la partie littorale sera cédée ou vendue au Conservatoire du littoral. Le directeur de Minute écope de 10 000 € d'amende pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. En couverture de son édition du 13 novembre, l'hebdomadaire d'extrême droite avait publié en une photo de la garde des Sceaux avec la légende « Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane ». SOS Racisme, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme et le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples avaient porté plainte pour injures à caractère racial. Le parquet de Paris avait requis 3 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Le 15 juillet dernier, le tribunal correctionnel de Cayenne condamnait une ex-candidate FN au municipal, Anne-Sophie Leclerc, à 9 mois de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité et 50 000 € d'amende pour les mêmes raisons. Anne-Sophie Leclerc a fait appel. L'audience aura lieu le 29 janvier devant la cour d'appel de Cayenne. Ce matin, la maison de quartier de Soula a été inaugurée. Cet établissement de 300 mètres carrés est mis à la disposition pour toutes les associations, administrées et événements culturels et sportifs. Une nécessité pour le développement du quartier. Ça permet justement d'apporter une cohésion. Nous avons un certain nombre de cités qui sont donc présentes sur le territoire, des administrés, et le fait donc d'avoir un équipement qui permet donc mutualiser et d'apporter une réponse en termes donc de culture, en termes de manifestation, ça permet donc d'apporter cette fameuse cohésion que nous souhaitons tous au sein donc du territoire donc de Soula. Gérée par la mairie, cette maison de quartier de 480 000 € a été financée par la CIGI et la SIMCO. Elle remplace les projets de logements communs régionaux que devaient construire ces deux sociétés. L'idée qu'on a eue, c'est de mettre en commun les 3 locaux qu'on aurait dû construire chacun dans notre coin, les regrouper pour avoir un équipement plus important à disposition des habitants du quartier qui sont aussi nos locataires à la CIGI et à la SIMCO. Donc c'est une mutualisation des moyens pour réaliser un équipement plus intéressant. Un partenariat inédit en termes de financement et qui pourrait se poursuivre sur d'autres projets. Ça peut s'envisager sur toutes les opérations où on intervient conjointement dans le même secteur. C'est-à-dire que plutôt que chacun de faire un LCR chacun de notre côté, mieux vaut qu'on regroupe nos efforts pour faire un équipement de qualité, je dirais, avec des dimensions qui permettent d'autres activités que des simples réunions d'associations syndicales, de locataires. C'est la seconde maison de quartier qui s'implante à Soula. Le maire de Macoria ne compte pas en rester là, il souhaite en construire d'autres pour que toutes les activités puissent s'effectuer dans de bonnes conditions. Ce matin, les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre fin à la construction d'un squat illégal dans la zone Collery. Depuis une semaine, une dizaine de personnes ont commencé à désherber un terrain d'environ 1 hectare pour s'y installer. Plusieurs voisins ont dénoncé cette occupation illégale et ont averti les autorités compétentes. Mais les gens, ils sont pas tout loin parce qu'ils sont à peu près à 10 mètres de bâtiment. J'ai été voir quelqu'un, mais le gars il m'a dit ah non, c'est quelqu'un qui m'a vendu ici. C'est un monsieur haïtien qui m'a vendu pour 500 €. Et qu'est-ce que je fais? Je décidais pour appeler la police. J'ai appelé la mairie. C'est seulement aujourd'hui je vois les polices qui sont arrivées. La brigade d'urbanisme de la mairie de Cayenne, accompagnée par la police municipale et nationale, ont donc mené une action de prévention. Les personnes interpellées ont eu le droit de retirer le matériel installé. S'ils ne le font pas, la mairie le détruira. Aucune procédure pénale n'a été engagée. Il s'agit d'un simple avertissement avant de passer à une répression si la situation se réitère. Pour éviter que les constructions illégales ne soient reconstruites, les patrouilles feront régulièrement des rondes. En moyenne, 3 opérations de ce type ont lieu par jour. Suite à la décision du conseil municipal de Cayenne, l'école Colibri a été baptisée École Stéphane Finéra-Horte, du nom d'une personnalité bien connue de la mairie, puisqu'il s'agit du père de la mairesse.
La dénomination a lieu dans l'établissement sous un soleil d'été indien, sous la forme concrète d'une grande ardoise d'école à la superbe écriture. Plusieurs élus prirent la parole devant l'intéressé, extrêmement ému. Anciens élèves, personnalités politiques et membres de sa famille sont venus spécialement partager un moment fort en émotion. La municipalité a une politique qui est celle d'honorer tous les Cayennais, d'honorer tous les Guyanais qui ont un parcours exceptionnel, en tout cas dans notre société guyanaise et même au-delà. Et le choix de Stéphane Phinera-Horth est un choix, disons, naturel, qui a été proposé par des citoyens, qui a été proposé par une commission de la ville, qui a été validé en conseil municipal. Et ce choix, au vu du parcours de Stéphane Phinera-Horth, que nous connaissons, l'enseignant de qualité qu'il a été, le syndicaliste enseignant aussi très engagé, et le politique toujours au service de son pays, la Guyane qu'il a été, tout cela fait que naturellement, des personnes de la société civile ont proposé le nom de Stéphane Phinera-Horth et effectivement la municipalité, à travers le travail de ces commissions, a validé. Arrivé en Guyane en 1945, Stéphane Phinera-Horth a embrassé la carrière d'enseignant avant d'être directeur d'école. Parallèlement à ses fonctions d'instituteur et directeur d'école, l'homme a milité durant des années au Parti socialiste guyanais. De 1994 à 1998, il était à la tête du Conseil général de Guyane. Aujourd'hui, une école porte son nom, la municipalité lui a ainsi rendu hommage. Plus tôt dans la journée, la mairie a aussi rendu hommage à un autre homme. Il s'agit de l'ancien éclaireur Étienne Ribal, en donnant son nom à l'école Pasteur. Ouvert depuis le 1er septembre, le centre intégré de la drépanocytose a été officiellement inauguré hier. Localisée au bâtiment Femmes-Enfants Dialyse du centre hospitalier de Cayenne, cette nouvelle unité a comme mission la prise en charge globale de la drépanocytose. Effectuer des recherches, informer la population, réaliser le dépistage et d'autres. Oui, c'est un centre qui a été attendu depuis de longues années et grâce à la volonté politique de nos autorités, mais également à la pression du personnel médical concerné. Aujourd'hui, nous avons donc cette opportunité, cette chance que ce projet est financé et il arrive donc à son terme. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le département. Près de 2000 personnes sont drépanocytaires en Guyane. Une naissance sur 227 est déclarée positive à cette maladie. Le but du centre est de faciliter le quotidien des patients ainsi que celui des familles. Parfois, les urgences sont remplies de monde, le personnel est débordé, il y a un temps d'attente qui est très long. Et pour le drépanocytaire, ce n'est pas possible parce qu'il a des douleurs atroces. Donc maintenant qu'il y a le centre, il sait que si la crise survient en cours de journée, il peut y aller. Et tout de suite, surtout ce qui est important, c'est qu'il y a une équipe spécialisée de la drépanocytose qui pourra le prendre en charge immédiatement. Il concentre les compétences et équipements spécifiques pour la prise en charge d'un patient drépanocytaire. L'acquisition la plus remarquable est celle des 4 appareils d'érythrophérèse qui permettent de réaliser des transfusions sanguines. Oui, alors bien sûr, il y a l'acquisition de cet équipement, mais il y a aussi une équipe permanente pour un coût de près de 530 000 € annuels en année pleine pour permettre un accompagnement médico-social, des soins, le conseil génétique et le suivi social. Le centre intégré de drépanocytose est ouvert de lundi à vendredi. Les patients peuvent s'y rendre en cas de crise ou simplement pour avoir plus d'informations sur la maladie.